C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Aujourd'hui, le Gloomy Club met en lumière le parcours extraordinaire de Roya Kiredine, une jeune mère qui a fait face à un diagnostic inattendu et bouleversant. Cette histoire captivante nous montre comment la découverte de la maladie cœliaque a transformé la vie de Roya et l'a conduite vers un voyage de découverte, de défis et de soutien inestimable. Roya a donné naissance à son fils le 5 décembre 2020, une date qui devait marquer le début d'une nouvelle aventure en tant que jeune maman. Cependant, peu de temps après l'accouchement, elle a commencé à ressentir des symptômes troublants, difficultés à allaiter son bébé et des diarrhées persistantes. À l'époque, ces problèmes ont été attribués aux suites de l'accouchement et au postpartum. Mais Roya sentait que quelque chose n'allait pas. Ce n'est qu'en février 2021, après avoir enduré des douleurs intenses et une fatigue accablante, que Roya s'est rendue aux urgences. Là-bas, on lui a suggéré de consulter un gastro-entérologue pour ses troubles digestifs persistants. La visite chez le médecin en mars 2021 a finalement révélé le diagnostic. Elle est atteinte de la maladie cœliaque. Le début de son voyage pour comprendre et accepter la maladie cœliaque venait tout juste de commencer. Elle a dû relever un défi monumental. Accepter et comprendre sa nouvelle réalité, s'adapter à un régime alimentaire strictement sans gluten, s'occuper de son bébé et se rétablir pendant une période de postpartum déjà compliquée. Apprendre à vivre sans gluten s'est avéré particulièrement difficile pour elle, car elle traversait une période de vulnérabilité. De plus, de nouvelles inquiétudes ont surgi. Roya se demandait si son bébé était également atteint de la maladie cœliaque et si elle pouvait introduire le gluten dans son alimentation. Cela a ajouté un niveau de stress supplémentaire à sa vie déjà bien chargée. Son mari et sa mère sont devenus des piliers inestimables dans son alimentation sans gluten. Cet épisode nous rappelle que chaque individu a sa propre histoire à raconter et que ces histoires sont souvent les plus inspirantes. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente écoute. Bonjour Roya, bienvenue dans ce podcast du Gloomy Club. Bonjour Lorraine, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur ta plateforme qui est juste topissime justement. Ça me fait très plaisir. On va commencer cet épisode par parler de ton diagnostic de la maladie cœliaque. Ensuite, on va aborder un sujet intime qui est la maternité. Et puis après, tu nous donneras tes conseils, tes ressources. Donc, je veux bien que tu commences par nous parler de ton diagnostic, comment tu as découvert que tu étais atteinte de la maladie cœliaque pendant ton postpartum, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tu résumes bien les choses. Alors, ce qui est particulier dans mon histoire, c'est que vraiment la découverte de la maladie cœliaque se superpose intégralement à l'accouchement, au postpartum, au fait de suivre ce cheminement de maman. Donc, j'ai accouché le 5 décembre 2020, pendant le Covid, accouchement très particulier. J'avais eu un enfant très chétif qui a fini 5 jours après à l'hôpital parce qu'il était déshydraté, parce que je n'arrivais pas à l'allaiter. Physiquement, j'étais déglinguée, mais encore une fois, mettez cela sur le compte du postpartum. Les jours passant, je n'allais pas mieux, mon état se dégradait profondément, et puis arrivent les choses très glamour, je commence à avoir des diarrhées quotidiennement. Je pose la question autour de moi, même à des professionnels de la santé, on me dit que c'est mon corps qui se régule postpartum et que ça devrait rentrer dans l'ordre. Même si moi j'ai là un petit tintement, tink, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend des antidiurétiques, on prend du Smecta et on mange beaucoup de riz. Quand on mange du riz, ça va mieux. Mais là, on ignore que c'est parce que ça ne contient pas de gluten. On arrive au mois de février 2021 et là, j'étais tellement mal que j'ai fini aux urgences. La nuit aux toilettes, impossibilité de dormir parce que j'étais complètement épuisée, mais je n'arrivais pas à dormir. Et ça, on le comprend après parce qu'on a
comment on dit ça, un trouble chimique dans son organisme. Du coup, il y a rien qui marche au bon moment. Je finis aux urgences, on me fait une batterie d'analyses pour vérifier si c'est d'ordre parasitaire et tout. J'explique que je viens d'accoucher parce que il y a beaucoup de femmes justement qui découvrent qu'elles sont cœliaques postpartum parce que le corps lâche. Et là, on me dit que non, d'un point de vue paratologique, tout se passe bien. Il faudrait qu'un jour je consulte un gastro-entérologue. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'en attendant les résultats, j'étais partie à la cafette manger mon gros sandwich plein de blé. De gluten. C'est ça, plein de gluten. Ça n'aide pas du tout. Donc, on se sent encore mal. La diarrhée continue. On arrive au mois de mars et j'avais décidé de faire une consultation en visio parce que c'était encore le Covid et puis je n'avais pas vraiment le temps de m'intéresser à mon cas parce que j'allais mal. Puis j'oubliais un peu ça parce que je mettais ça de côté parce qu'il y avait le petit bébé, le petit nourrisson dont il fallait s'occuper. Et moi, dans mon entourage, je n'avais pas du tout de bébé, donc c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau pour moi. Donc entre la fatigue, les insomnies, les nuits de pleurs et tout, on essaie juste de faire en sorte que le bébé aille bien et on met sa santé entre parenthèses. Mais à un moment donné, je m'étais dit quand même, il fallait que je m'occupe de mon cas. Donc j'avais fait la visio avec le petit bébé dans les bras, avec un médecin que j'avais consulté une fois comme ça quand j'étais enceinte et j'avais apprécié ce médecin qui n'est pas du tout mon médecin traitant, qui ne s'y connaît pas du tout en maladie cœliaque comme beaucoup de médecins malheureusement. Et je lui dis que voilà, j'ai une diarrhée depuis bientôt 3 mois et là, elle commence à m'énumérer d'éventuelles maladies liées à ça, dans la maladie cœliaque. Et moi, dans ma tête, la maladie cœliaque, je sais à peu près ce que c'est, mais je pensais que c'était surtout lié à des affections cutanées, à des choses comme ça, et que moi, j'ai peut-être pensé au cancer du côlon, je ne t'en mens pas, à un ulcère, parce qu'on en a dans la famille, et pas du tout à ça, ok. Mais l'essentiel, ce qui était bien avec cette dame, c'est qu'elle a pris le fait d'avoir de la diarrhée quotidiennement au sérieux. Chose que d'autres ne font pas parce qu'il y a pire dans la vie. Donc, on va pas s'embêter à chercher les causes derrière une diarrhée, alors que nous, en tant que cœliaques, ça nous gâche la vie. C'est ça. Et parfois, c'est aussi beaucoup mis sur le dos du stress. C'est ça, stress plus postpartum. Donc, on va t'expliquer que oui, ton corps est fatigué, tu stresses pour le bébé, que ça te remue de l'intérieur et ça engendre les symptômes gastriques. Là, on fait la prise de sang. 3 jours après, résultat, anticorps positif, mais avec un taux, c'était marqué plus de 250, c'est-à-dire que j'ai atteint la limite où on ne pouvait plus compter, on n'en avait même plus besoin. J'envoie les résultats au médecin et elle me dit bon, vous devez faire une biopsie gastro-intestinale. Elle m'explique ce que c'est, mais elle me dit vu le taux d'anticorps que vous savez, ça c'est sûr, vous avez la maladie cœliaque et vous l'avez depuis très 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 longtemps. Moi, question de déni et question toute bête, c'est question. Et qu'est-ce qui se passe si je continue à manger du gluten? Elle me dit, vous risquez un cancer du côlon parce que vous allez vous décaper complètement la paroi de l'estomac. La paroi de l'intestin. Je raccroche, réflexe de survie. Je commande une pizza en pensant que ce serait ma dernière pizza parce que je n'avais aucune idée sur les formes substitutives de l'alimentation sans gluten. Je mange ma pizza. Je me trouve un gastro-entérologue rapidement. Je prends le rendez-vous. Bien sûr, il a fallu s'organiser pour faire garder le bébé et tout, parce que c'était vraiment les débuts. J'étais pas encore, j'étais en plein congé. Je vois le gastro-entérologue, pareil. Très affirmatif, il me dit vu le nombre d'anticorps que vous avez, c'est sûr, c'est la maladie cœliaque, même si encore une fois on doit faire une gastroscopie pour confirmer. Je lui demande si ça fait mal. J'avais peur parce qu'il m'a dit que ce serait sous anesthésie générale. Il faudrait faire un PCR aussi. Pas très agréable non plus, mais ça c'est rien. Et je lui demande que ça soit pendant le week-end justement pour laisser le bébé avec mon fils et j'explique justement que je suis une tout jeune maman et avec les larmes qui montent aux yeux parce que ça en faisait trop d'un coup. C'est ça. On me programme la gastroscopie le 20 mars, qui était le jour de mon anniversaire. Donc c'est génial passer un anniversaire dans un bloc. C'est ça. Dis-toi que tu as eu l'anesthésie générale déjà. Bah oui, en comparaison avec c'était le cadeau d'anniversaire. Parce que si j'ai bien compris, toi c'était à vif, c'est ça? C'était anesthésie locale. Donc en fait, on te demande d'avaler une espèce de gel qui va anesthésier du coup tout ce qui est, alors je vais peut-être pas choisir les bons mots, mais tout ce qui est la gorge, la trachée.
Sauf que clairement, quand tu vois le tuyau arriver, tu te dis ouh là 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 là, mais ça va jamais passer. Il dit si, c'est fait exprès. Et en fait, déjà de base, moi, j'ai du mal à avaler les médicaments, j'ai cette phobie-là, donc ça a été très compliqué. Et après, mais comme toi et la plupart des personnes aussi qui sont passées dans le podcast, c'était pendant la période Covid. Et en fait, en fonction des centres hospitaliers, moi, ils préféraient, Oui, j'avais entendu ça dans ton dernier podcast. Il Ouais. laissait ça pour des cas plus prioritaires, on va dire. C'est ça, exactement, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, oui, j'en garde pas un souvenir Mais des plus... je suis sûre à 100% que je n'aurai jamais le courage de la faire à vif. Donc, je fais la gastroscopie. Toute l'équipe médicale a été franchement géniale, rassurante et tout. Chouette. Et au réveil, le médecin me dit, juste d'après les images, avant même d'avoir les résultats de la gastroscopie qu'on a au bout d'un mois, si je me rappelle bien, il me dit, à vue d'œil, vous avez la paroi de l'intestin toute lisse. Donc, c'est sûr, c'est la maladie cœliaque et vous avez ça depuis une dizaine d'années. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai eu, en fait, la réponse à beaucoup de symptômes que j'avais depuis longtemps. Moi, ce n'était pas vraiment des symptômes gastriques, c'était plus des fatigues épisodiques, mais quand je dis fatigue, c'est au point de ne pas arriver à mettre un pied devant l'autre le matin quand on se lève alors qu'on a dormi toute la nuit. Je faisais beaucoup d'insomnie, tout le temps essoufflée, tout le temps une bouteille d'eau à la main parce que j'avais tout le temps soif. Ça s'explique par l'anémie. Et c'était vraiment de se sentir un peu le vilain petit canard qui a du mal à vivre sa vie, à faire les tâches du quotidien, alors que les autres à côté, ils sont bien dans leur peau. Et toi, tu es toujours là, à la traîne, comme un petit vieux ou petite vieille. Et ça, c'est des répliques que j'ai entendues. On m'a toujours dit, oui, toi, la petite nature, arrête de te plaindre, machin, tu fais des caprices. Alors que non, physiquement, je n'avais pas la capacité de me comporter comme les autres. Et il me dit ça. Je dis ok, réaction de déni complet. Il me dit ok, il y a pire dans la vie que la maladie cœliaque, il y a pas de souci. Il était étonné, mais même moi je me rendais pas compte après il allait y avoir un retour de la vague que c'est inconscient, mais on réprime ses sentiments justement, encore une fois parce que ça fait partie un peu de mon caractère et aussi parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Je ne pouvais pas digérer l'importance d'une telle nouvelle alors que j'avais un petit bébé de 3 mois qui m'attendait à la maison, qui avait besoin de moi. Et donc, c'était comme ça que j'avais découvert ma maladie. Ouais. Et justement, tu découvres ta maladie, donc tu découvres que tu as la maladie cœliaque. Donc déjà, il faut prendre connaissance de tout ce que ça englobe, donc tout ce qui va être la nouvelle alimentation, mais aussi tout ce qui va être changer les batteries de cuisine, tout ce qui va être en bois à changer, enfin c'est énormément de choses. Tout à fait, tout cet apprentissage au quotidien, plus tout le spectre de symptômes qu'on découvre aussi sur la maladie. Et il y avait dans les larges spectres de symptômes, risque de fausse couche accrue pour les cœliaques non diagnostiqués. Donc là, on se dit ouf, heureusement que ma grossesse est arrivée à terme, mais on comprend aussi pourquoi le bébé était un peu déficient au niveau du poids, parce que comme moi, je ne m'alimentais pas correctement, par ricochet, lui non plus. Et je comprends pourquoi je n'avais pas de lait, parce que moi, tous les conseils qu'on me donnait pour justement augmenter ma lactation, c'était prends de l'orge, prends du blé, prends ceci, prends cela, et c'était des aliments exclusivement à base de gluten. Ouais. C'est ce que t'expliquais du coup tout à l'heure. Tu disais que du coup tu avais du mal à allaiter ton bébé et du coup c'est pour ces raisons-là. D'accord. C'est ça. Parce que j'avais une alimentation qui ne correspondait pas, parce qu'encore là, à ce moment-là, on ne le savait pas. Et comme tu dis, on rentre à la maison un peu, enfin pas un peu, mais complètement sous le choc, parce que je t'ai dit, j'étais complètement dans le déni. On lit, on sait qu'il va falloir prendre des mesures à la maison, changer ses couverts, éventuellement si c'est du bois, parce que ça absorbe justement le gluten. Faire attention à séparer certaines casseroles. Tout, mais ça tient vraiment à des petits détails. Faire en sorte justement de ne plus cuisiner les marmites collées parce qu'on a peur qu'il y ait des projections par-ci par-là. Mais encore là, ça va, je le faisais machinalement, ça ne me posait pas vraiment problème. Ce qui a commencé un peu plus tard dans les semaines à venir à faire en sorte que j'ai une grosse déprime, c'est de découvrir que le gluten, finalement, il y en a partout.
Et il ne s'agit pas justement de retirer le pain, les pâtes et autres gluten brut, on va dire, de son alimentation. Mais il va falloir changer de sauce soja. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai cru que je ne pouvais plus manger de sushi et j'étais complètement triste, jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait des vinaigres de riz exclusivement à base de riz. Donc il y a tout cet apprentissage mais c'est horrible. On est allergique et on est intolérant à une chose qui est aussi présente dans notre vie que l'oxygène, le gluten, mais vraiment il y en a partout, partout, partout. Et c'est ça qui est épuisant dans la vie de tous les jours. Et puis il va y avoir le petit bébé à qui on va donner à manger. On va s'inquiéter aussi de sa santé lorsqu'on va introduire le gluten. J'ai eu du mal à lui introduire le gluten justement de peur qu'il ait la maladie, parce que il y a des facteurs héréditaires, ce n'est pas automatique, mais il a fallu faire un test pour voir s'il va bien. Et on guette les moindres signes éventuels de la maladie chez l'enfant, et c'est une source de stress supplémentaire. Donc il y a notre stress et notre mal-être à gérer, plus cette inquiétude de maman qui est vraiment surtout les premiers mois. Et ça fait partie de l'apprentissage d'être mère. C'est une inquiétude qui est là, qui nous bouffe l'existence. Donc, à un moment donné, on se noie complètement, et je parlerai de ça tout à l'heure, mais heureusement qu'il y a l'entourage aussi. C'est ça, parce que justement, toi, les premières réactions, les premières émotions que tu as ressenties lors du diagnostic, c'est vraiment le déni, et puis après, c'était le stress de se dire, est-ce que mon bébé a cette maladie? Comment je vais m'adapter au quotidien? Parce que il faut quand même essayer de lui introduire le gluten, mais pareil, entre tes plats à toi, les plats pour le bébé, c'est énormément de gestion en fait. Oui, c'est énormément de gestion. Et moi, par exemple, mon mari m'avait dit allez, on supprime le gluten complètement de la maison. C'est vrai que ça aurait été plus simple. Mais moi, paradoxalement, dans un souci de normalité, je n'ai pas envie de leur imposer ça. Je n'ai pas envie qu'il n'y ait plus de pâtes normales, on va dire, à la maison, ou de biscuits normaux, parce que ce n'est pas parce que j'ai cette maladie que je vais impacter leur vie à 100%. Déjà, ils sont impactés. Ta vie de couple est impactée à partir du moment où tu attends que ton partenaire se rince la bouche après avoir mangé du gluten pour lui faire un bisou. Déjà, ça change la donne. C'est malheureux, mais c'est comme ça quand on est cœliaque. C'est des détails pas très glamour, mais c'est la vie des cœliaques. Même les moments les plus simples, les plus spontanés et innocents pour les autres deviennent un champ de bataille pour nous. Exactement. Et justement, toi, les premiers mois de la maternité, c'est déjà très exigeant. Comment tu as réussi à jongler entre ton petit bébé, ton nouveau-né et ce nouveau régime alimentaire? Je pense on ne réussit pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent simultanément. On ne réussit pas. Je pleurais pendant des moments chaque soir parce que quand la nuit arrivait, j'avais une boule de stress. J'avais vraiment cette peur au ventre qui montait. Et je pense que ça, c'est commun à toutes les mamans parce qu'on sait qu'on va passer une sale nuit. Mais je me rappelle de moi pleurant dans la cuisine et en demandant à mon mari, me dit, mais comment ils font les autres? Je suis épuisée. Comment ils font les autres? Je ne vais pas y arriver. Et c'était comme ça pendant un moment. Et pour le gluten aussi, je pense à quelque chose. Je refusais complètement à avoir des aliments gluten-free à la maison. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas de substitut. Là encore, c'était OK, je ne peux pas manger de gluten, mais je ne mangerai pas de pain sans gluten, de pâtes sans gluten. Je vais me débrouiller et manger des aliments naturellement sans gluten parce que je ne l'acceptais pas. Et il y a aussi, je pense, il y a un instinct, je pense que l'instinct de mère, autant on est épuisé, mais c'est ce qui nous donne la force de continuer parce qu'il y a quelqu'un qui dépend de nous et on n'a pas le choix. Autant quand on est seul, on peut se laisser crever se laisser crever de fatigue, ne pas faire à manger. Quand il y a quelqu'un qui dépend de nous, on se lève et on le fait à bout de force et on le fait. Je pense vraiment et je suis fière d'avoir eu cet enfant pendant cette période qui a été très très difficile parce que c'est aussi grâce à l'arrivée de Zachary que j'ai su pour ma maladie. Peut-être que j'aurais encore traîné une dizaine d'années à avoir des symptômes périphériques et avoir un train de vie très très lent et à être tout le temps faible et malade sans forcément savoir que j'avais cette maladie. Donc, cet accouchement m'a permis de mettre le doigt sur un problème qui a été là. Et en même temps,
Je sais que les premiers temps, il y a des moments dont je n'ai même plus de souvenirs. Je sais que c'était dur et que le temps passait, on s'accroche, il y a des petits moments de bonheur à travers l'enfant et on s'accroche. On oublie parfois qu'on a la maladie et puis hop, il y a le creux de la vague et on se sent mal et ça, c'est des choses qui arrivent même maintenant. Comme je te disais, je cohabite pacifiquement avec cette maladie, mais il suffit d'enchaîner 2 nuits où je dors mal, où je suis déprimée et là, ça remonte et on se dit pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Et justement, t'en parlais tout à l'heure, mais l'important, c'est l'entourage dans ces moments-là. Et toi, Bien sûr. justement, t'as pu être accompagnée, que ce soit avec ton mari ou avec d'autres personnes? Bien sûr, l'entourage, c'est très, très, très important. C'est quelque chose de primordial parce que dans les premiers mois encore, on est dans une phase de doute, de remise en question. Il y a beaucoup de culpabilité. J'ai longtemps culpabilisé parce que je n'ai pas pu allaiter mon fils. Et heureusement que j'avais 2 personnes principales dans mon entourage qui m'aidaient, qui faisaient en sorte que j'aille mieux. Même si ce n'est pas contre eux, mais parfois ça ne faisait pas effet. Hein. J'étais vraiment dans une bulle complètement noyée. C'était mon mari et ma mère. Mon mari, il a fait preuve d'un courage incroyable. C'était lui qui avait fait les premières courses sans gluten d'ailleurs. Il avait dévalisé tout le supermarché. Il m'avait posé tac, tac, des biscuits, des pâtes en me disant tout va bien, c'est normal, tout va bien. C'est effet pommade, on fait comme si de rien n'était. Et ma mère qui est en Algérie, pareil. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont je devrais m'alimenter, comment gérer la vaisselle à la maison, des conseils et tout, santé. Et sans ces 2 personnes, je ne me serais pas sortie. Et autant c'était difficile avec Zachary les premiers mois, mais heureusement que j'avais mon mari qui m'aidait, qui était là avec lui, qui est un excellent père. Mais encore une fois, je me rends compte de la chance que j'ai eue par rapport à eux avec le recul. Parce qu'au début, on est noyé et on ne voit pas le bout du tunnel. Avec le recul, je me dis, OK, un bébé, ça ne dort pas quelques jours, mais il va y avoir un moment où il va dormir. Je vais pouvoir me reposer, penser à moi. Quand tu es en plein dedans dans les débuts, tu as l'impression que ça va durer immortal ad vitam et que ça ne passera jamais et ça ne fait que rajouter à ton mal-être. Pareil pour la maladie cœliaque. J'avais lu que c'était la première année qui était la plus difficile. Parce que là, on découvre l'alimentation, comment lire les étiquettes, comment gérer les traces de gluten, etc. Et après, il y a une phase de stabilisation. Mais au début, non, t'as l'impression que ça sera toujours horrible de s'alimenter. D'ailleurs, même au niveau de la cuisine, j'avais fait un rejet de la cuisine. Je cuisinais pour mon fils, pour mon mari, et encore c'était plutôt lui qui m'aidait pour ça. Mais tout ce qui est pain sans gluten ou bien galette traditionnelle de chez moi en Algérie et tout, je le fais, ça reste récent, depuis quelques mois. Et il y a Zachary aussi qui participe à ça. Au début, quand je t'ai dit, je ne voulais en aucun cas avoir affaire à des aliments ou à des formes d'aliments sans gluten. Ouais, mais parce que toi, ta difficulté, c'était d'accepter en même temps ta nouvelle vie de maladie cœliaque et ta nouvelle vie de maman. On sait à quel point c'est compliqué un postpartum et là, de devoir en plus accepter un diagnostic et de tout changer dans sa vie. Tout à fait. C'est un trop gros chamboulement. Trop de remises en question, trop de nouveautés d'un seul coup, bonnes et mauvaises, mais c'était vraiment c'était les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Il y en a pas qu'une. Quand tu as accouché, il y a aussi ce mal-être physique. Tu as du mal avec ton corps de jeune maman, que ça soit je ne sais pas, par rapport, et encore, j'avais pas pris beaucoup de poids, on voyait pas forcément que j'étais enceinte, et ça, c'est dû à la maladie cœliaque, parce que mes intestins n'absorbaient pas correctement. Je suis sûre que je serais enceinte actuellement en étant avec mon régime, je prendrais du poids correctement. Et déjà, toi, tu as du mal à accepter ton corps, tu essaies de renouer avec ta féminité, avec tes traits de femme,
et tu rajoutes à ça une maladie qui change radicalement ta manière d'être, de te comporter, que ça soit à la maison, à l'extérieur, avec tes amis et pour l'entourage. Autant, comme je t'ai dit, je remercie le ciel pour les réactions de ma mère et de mon mari. Autant pour certaines personnes, c'était des réactions complètement toxiques. Et là encore, je me répète, mais avec le recul, je me dis comment on peut être aussi cruel et aussi méchant avec quelqu'un qui venait d'accoucher et qui avait découvert cette maladie. Que ce soit, comme tu me disais, la personne à qui tu as dit 36 fois que tu avais cette maladie et qui se ramène chez toi avec un gâteau spécialement pour toi, plein de gluten. Ah tiens, c'est pour toi. Ah, j'ai oublié. Mais ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie. Je n'ai pas envie qu'on prenne forcément de dispositions pour moi, pour prévoir un repas sans gluten. D'ailleurs, je ne me mets pas dans ce genre de posture. J'ai toujours de la nourriture sur moi pour me protéger. Mais en même temps, les remarques, oui, mais t'es sûr, tu peux pas manger ceci, tu peux pas manger cela. Ah, même les traces, c'est fatigant à la fin. Ils se rendent pas compte, en fait, de l'impact que les mots peuvent avoir sur la personne. Ils se rendent pas compte. Mais c'est aussi des personnes, je pense, qui sont pas... je sais pas si on peut dire ouvert aux autres, mais j'ai déjà eu ce genre de cas d'une personne que je côtoyais à l'époque où, au moment de mon diagnostic, moi, t'avais peut-être dû l'entendre dans certains podcasts, j'avais plein d'aftes dans la bouche. Donc, je pouvais pas manger, je pouvais pas boire, je pouvais pas parler. Et la personne, elle me dit, bah tiens, viens, on va aller manger dans un petit resto. Je dis, bah, je ne peux pas. Alors déjà, je peux pas manger, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de dormir, je suis mal. Et la personne me répond, ah oui, bah tu penses pas à moi. En fait là on n'est pas au bon moment, c'est pas égoïste que tu es. C'est pour ça il y a des personnes, je pense, qui sont pas aptes aussi à recevoir ce genre d'infos et du coup qui sont hyper maladroites avec justement, à un moment donné, je sais qu'il y a des gens qui ont cessé d'avoir des relations sociales avec moi dans mon cercle parce que on ne m'a même pas laissé le choix. On a arrêté de nous inviter. J'invite, ils viennent et encore parce que c'est moi qui m'occupe de la bouffe, donc ça va. Et c'est vraiment dommage. Ce serait bien de demander aux gens, ok, je ne comprends pas ta maladie, j'ai pas envie de comprendre, c'est leur droit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux, comme disait Océane dans son podcast, tu peux ramener ta propre pizza sans gluten ou ta pâte à pizza et hop, l'essentiel, ce n'est pas la nourriture en soi, c'est d'être ensemble. Exactement. Et ce qui m'agace le plus avec cette maladie, malheureusement, c'est que j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de la nourriture. Tout le temps. On pense à ce qu'on va manger au travail, on pense à ce qu'on va manger en sortant. Peu plus le fait de sortir juste comme ça, se balader et de se dire ah c'est l'heure de manger, je vais me poser quelque part ou bien je vais prendre mon petit croissant parce que moi c'était vraiment mon dada, les viennoiseries, c'est la chose qui me fait le plus mal jusqu'à présent, de sentir l'odeur du pain grillé qui sort de la boulangerie. C'est ça. On te laisse pas le choix. Toi, tu as déjà une maladie qui t'assiège, qui t'enferme dans beaucoup d'aspects de ton existence, et les gens autour n'aident pas forcément. Et tu le vis mal parce qu'on est humain, parce qu'on est hyper fragilisé par ça. Moi, doublement fragilisé de mon côté entre ça et ça. Et c'est dommage. Mais comme tu dis, ça dépend des caractères des gens et ça permet aussi de faire le tri sur les gens dont on a envie de s'entourer. C'est très, très important de s'entourer des bonnes personnes. Tout à fait. Et est-ce que toi, tu as une expérience un peu drôle ou mémorable à partager, en fait, entre l'alimentation sans gluten et le fait que tu prenais soin de Zachary? Alors, pour l'alimentation, le plus drôle, c'est que je faisais extrêmement attention. Quand je dis je faisais dans les premiers temps, donc je ne prenais pas d'eau depuis le verre de mon mari, par exemple, les couverts, les choses basiques. Mais quand je nourrissais Zachary, il m'arrivait de m'envoyer une cuillère dans la bouche. C'est ça, je me rendais pas compte. Parce que là, justement, la séparation entre les alimentations, elle est plus compliquée. Je suis dans l'émotionnel et je cède. Et puis là, il commence depuis quelque temps, justement, il nous entend dire gluten, sans gluten. La fois passée, il m'avait dit, maman, mon jouet, il est sans gluten. Ça m'avait fait rigoler. Et maintenant, il commence à se rendre compte que je ne peux pas manger les mêmes choses qu'eux sans forcément avoir d'explication. Il me dit,
tu manges maman le biscuit? Je lui dis non, ça me fait mal au ventre. Il me dit ah, ça c'est pour moi et mon papa. Oh. C'est qu'il sait un peu que maman, il y a des choses auxquelles elle ne peut pas toucher. C'est ça. Donc lui, il sera plus sensibilisé quand il sera C'est ado ça, et c'est ça. Je pense adulte qu'il va pour faire ses de la amis. pédagogie autour de C'est lui. ça. C'est ça. C'est ça, il va Exactement. faire de la pédagogie autour de lui. C'est ça. Et pour les anecdotes, même si c'est pas lié à lui, mon ami d'enfance en Algérie, avec qui on a grandi, a été diagnostiqué cœliaque D'accord. depuis, je pense, 6 mois. Donc, tu as pu lui donner un peu des tips Oui, et des astuces. oui, c'est ça. Beaucoup même. Beaucoup. Mais elle le vit toujours très mal. Ouais, Parce que en pendant fait, longtemps... Oui, je t'en prie. il y a en fait chaque personne, tu vois, l'acceptation du diagnostic prend le temps qu'il faut et il C'est faut ça. juste lui laisser le temps C'est d'accepter ça. la maladie. C'est ça. Et il faut que les gens nous lâchent avec ça, justement. Exactement. Et elle arrive à trouver justement des aliments qui lui font du bien et de Oui, pas se sentir justement oui. inférieure ou à part. Je sais qu'elle, c'est pas au niveau de l'alimentation que ça pose problème, et elle est pâtissière. Oh. Donc la transition, elle l'a très très bien faite. C'est au niveau de l'entourage que ça coince. C'est l'entourage n'aide pas. Ouais, donc ça c'est sûr, ça C'est ça. c'est un point d'honneur à se dire que l'entourage est hyper important et ça faut Et pas c'est ça. Et l'oublier. quand c'est la famille directement que tu vois tous les jours, ça pèse dans la balance. Ah, c'est sûr que le diagnostic, il est plus simple à accepter quand tu as des personnes autour de toi qui vont dire allez, c'est pas grave, regarde, on va s'amuser, on va faire cette recette sans le blé, on va C'est mettre ça. Il y a autre des chose. alternatives et tout. C'est ça. Et on le sent quand c'est fait de bonne foi et pas oui, on le fait, mais on te montre du doigt, toi, la bête noire du groupe. Ça aussi, c'est pas sympa. On te fait quelque chose, mais tu nous casses les pieds avec ton régime. Ça aussi, ça c'est pas sympa. Ne le faites pas. Laissez-nous juste le choix d'être comme on est, en fait. Exactement. Et maintenant que toi, tu l'as accepté, quel conseil tu pourrais donner aux autres mamans qui découvrent qu'elles sont atteintes de la maladie cœliaque pendant la grossesse, après l'accouchement ou au début justement de la vie de leur bébé? C'est d'accepter toutes les émotions qu'elles ressentent, d'accepter les doutes, d'accepter que ça aille mal, de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. Parce que je sais qu'il y avait une chose qui rajoutait à ma peine et à ma charge mentale, c'était de me rendre compte que je m'étais trompée, de consommer un aliment qui contient du gluten sans me rendre compte. Et je me mettais une pression monstre par rapport à ça. Et ça faisait que je craque et que ça parte en cacahuète et que je me sente mal aussi et que je déprime en étant avec Zachary et tout, et ça, il n'avait rien demandé pour ça. C'est vraiment de se laisser le temps et de faire son apprentissage de maman, même si on ne le fait pas correctement les premiers temps, d'ignorer les remarques des gens qui vont nous dire ah oui, mais il faudrait faire ceci, il faudrait vraiment le faire à sa manière, tout doucement, se laisser le temps et ne pas se mettre de pression. Que ce soit encore une fois pour l'apprentissage de l'alimentation, des habitudes de cœliaque ou dans l'apprentissage de la maternité. Il faut se laisser le temps. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important parce que vraiment, je me mettais la pression toute seule en voulant que tout rentre dans une case, ne pas faire d'erreur. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 33 ans. J'avais toute cette période de ma vie à rectifier. Et ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en une année. On est en 2023, j'ai été diagnostiquée en mars 2021 et j'apprends toujours à me déculpabiliser. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, même s'il m'arrive de consommer par mégarde quelque chose qui contient du gluten alors que j'avais cru que non, je me dis, c'est pas la fin du monde. Ça peut arriver. Parce que, en postpartum, on parle beaucoup de la santé physique, mais il faut faire très, très, très attention à sa santé mentale. Pareil pour les cœliaques. D'accord, on fait des régimes, on se sent mieux physiquement, mais il faut faire attention à sa tête, à son âme, ou peu importe où on place cet aspect. Il faut se protéger et se laisser justement ne pas se rajouter une charge supplémentaire et se laisser le temps d'apprendre pas à pas à faire les choses. C'est très, très, très important. Ça commence par soi. Donc, ce que je dirais vraiment aux mamans, c'est faites-vous confiance. Vous êtes comme m'avait dit ma sage-femme, vous êtes les personnes les
plus à même à prendre soin de votre bébé. Même si c'est maladroit, ce n'est pas la fin du monde. Et même si on fait des erreurs, je sais que j'avais acheté des soupes miso lyophilisées et tout, où en lisant les ingrédients et avec l'application où j'ai scanné, il y avait marqué sans gluten. Mais finalement, ça contenait de la maltodextrine, qui est à base de malt d'orge, que j'avais confondu avec un autre ingrédient. Et là encore, on apprend avec le temps. Ça ne se fait pas du tac au tac. Tu sais, il y a une expression qui dit 9 mois pour avoir un bébé, 9 mois pour s'en remettre. Mais là, c'est pareil. Ça. 33 ans que tu vis en mangeant du gluten, il faut bien du temps pour 33 ans adapter, sans gluten, 33 ans sans enfant, et puis hop, le bébé dans une main et la pizza sans gluten dans l'autre. Exactement. Ce serait une bonne affiche maintenant que j'y pense pour faire de la publicité par rapport à ça. On va proposer ça. C'est ça. Faut se laisser le temps. Et justement, là, tout à l'heure, tu parlais d'apprentissage. Et justement, est-ce que tu vois, est-ce que tu as mis des choses, toi, en place pour que tu puisses, le mot est peut-être fort, mais éduquer ton entourage, peut-être c'est avoir de la pédagogie sur la maladie? Éduquer mon entourage. J'ai du mal avec ça parce que c'était vraiment, c'est moins moi qui essaye d'éduquer mon entourage que la réaction de l'entourage que je me suis reçue en face et qui fasse que ça soit possible ou pas. Dans le cas, comme je t'ai dit, de ma mère et de mon mari, c'est eux qui ont participé à m'éduquer dans ce sens-là. Par rapport aux autres, et je le fais uniquement quand on me pose la question de bonne foi, c'est-à-dire je ne vais pas de moi-même aborder le sujet. Et j'estime que ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'entend pas. Ça, je le sais déjà de par mon métier. C'est d'expliquer que c'est quelque chose de grave. Je simplifie en disant que je suis allergique au blé. Parce que le terme intolérance n'est pas assez fort dans l'oreille des gens. Ouais, intolérance, c'est ok, tu ne tolères pas, mais à la limite, tu pourrais consommer. Et ça, même quand je suis au restaurant et tout, pour expliquer quand je commande quelque chose que c'est grave, je leur dis que je suis allergique au blé. Et le mot allergie a une connotation très puissante. Donc, je dis que c'est une allergie au blé, que ça me décape la paroi de l'intestin. Et en me décapant la paroi de l'intestin, mon corps n'assimile plus les nutriments et du coup, ça me provoque des problèmes au niveau des os, au niveau du sang. Et dans certains cas, je pourrais éventuellement avoir un cancer. Donc ça va. En arrivant à expliquer en arrivant à expliquer plutôt la gravité, on sent que les gens comprennent que c'est quelque chose de sérieux, ce n'est pas juste un effet de mode. Parce que malheureusement, il y a ça aussi qui subsiste dans l'esprit des gens. Beaucoup en France. En Italie, par exemple, j'étais partie. Je ne sais pas si tu as eu déjà l'occasion de partir en Italie depuis Pas que... encore, j'ai hâte parce que on m'en dit tellement du bien que j'ai hâte de découvrir. En Italie, par exemple, tu n'as pas besoin de faire de pédagogie là-dessus parce que la maladie cœliaque est très, très connue. Donc, il y a des restaurants, des gens déjà qui ont le label je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'équivalent de l'ARDIAG en Italie. Ouais, les Pibari. Ils sont labellisés cette structure. Et donc, dès que tu dis que tu es cœliaque, on te change carrément la vaisselle qui était déjà sur la table et tout pour éviter ne serait-ce qu'un grain de sable de blé. Donc, ça fait en sorte que tu te sentes mieux, tu te sens plus légère et pas les gens qui te foutent droit du regard Mais moi, vraiment, c'est depuis que je dis que je suis allergique, je vois qu'on me prend plus au sérieux. Oui, bah c'est vrai que le mot est plus fort en fait pour les personnes. Moi, c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans un resto où j'avais dit intolérance et du coup la personne m'avait dit ah oui bon bah ça va si vous finissez pas aux urgences, c'est pas grave s'il y en a dans l'assiette. Bah non. Alors que quand tu dis allergie, on a l'idée que ça peut te provoquer un malaise, que tu peux t'effondrer sur place et on va faire plus attention. Exactement. Et toi, est-ce que justement tu as trouvé des ressources, du soutien quand tu as appris que tu étais malade cœliaque? Est-ce que tu as été sur des groupes Facebook, Instagram? Est-ce que tu t'es justement orienté vers des assos? D'ailleurs, je tiens à remercier par avance les noms que j'ai cités, mais toutes les personnes sur Instagram auxquelles je me suis abonnée comme Zoé sans gluten, Gluco OC, Because Gus, Vie sans gluten et il y en a tellement d'autres.
je les remercie infiniment parce que c'est grâce à des personnes comme ça que j'ai compris que ce n'est pas la fin du monde d'avoir la maladie cœliaque. Parce que quand tu lis les choses d'un point de vue médical uniquement, tu te dis je pourrais jamais manger en extérieur. Ne serait-ce qu'une salade parce qu'il y a des risques de contamination ou manger à la cantine et tout. Mais quand tu vois comment ces gens vivent, ils arrivent à vivre bien tout en étant à l'extérieur, tout en ayant leur travail, leur vie sociale. Et ça m'a donné énormément de courage. Déjà, j'ai pu apprendre plein de petites recettes très, très sympathiques. Et des comptes comme Because Gus où on t'explique qu'il y a tel ou tel endroit sans gluten et tout. Donc, tu te rends compte que c'est une réalité palpable. Et c'est grâce à des gens comme ça et grâce à des gens comme toi, justement. Et c'est très, très important de faire ce travail-là pour démocratiser en quelque sorte cette maladie, qu'on comprenne que ce n'est pas aussi rare que ça. Et qu'il faut que tout le monde s'adapte à vivre avec, pas uniquement les cœliaques, mais tout leur entourage, et que ça se fasse vraiment en France parce que c'est encore compliqué. Autant dans le reste de l'Europe, quand tu parles de sans gluten, c'est quelque chose d'admis. Tu peux demander. En Italie d'ailleurs, j'étais dans des hôtels au fin fond de village. Tu demandes pour le petit-déj sans gluten, le gars te sort des boîtes de biscuits et de cracottes et il vous dit qu'est-ce que vous voulez pour demain matin. C'est culturellement admis, alors que c'est le pays des pâtes. En France, on a encore du mal à ça et je pense qu'à travers des témoignages et à travers des efforts justement de pédagogie, avec le temps, ça va aboutir. Mais le chemin reste à faire. On en est encore loin. Quel moment pour toi est le plus gratifiant depuis que tu as eu ton diagnostic ? Le plus gratifiant, c'est de voir que j'ai de l'énergie justement pour aussi simple que ça, de l'énergie pour assumer tous les rôles apparentés à ma personne, le rôle de maman parce qu'on dort très 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 peu. Je pense que si j'avais pas été diagnostiquée, j'aurais crevé de fatigue ou j'aurais fait une dépression. Et c'est peu de le dire parce que les premiers temps sont si épuisants. Tu ne dors pas, mais ce n'est pas. C'est inimaginable de dire à quel point on ne dort pas, on ne s'en remet pas. Jusqu'à présent encore, mon fils n'est pas un gros dormeur. Donc, on a besoin d'énergie. Et cette énergie, on l'a quand on fait le régime. Moi, je sais qu'au bout de 8 semaines, j'étais quelqu'un d'autre. Ça se voyait aussi à mon teint. J'avais plus le teint que j'avais. J'avais tout le temps un teint blafard, pâle, de malade de quoi on sait pas, mais ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est vraiment d'avoir l'énergie, ça donne aussi du courage. C'est dur parce que parfois maintenant quand il y a quelque chose de travers qui m'arrive, autant il y a des moments où je déprime à cause de la maladie, autant il y a des moments où je me dis j'ai affronté la maladie cœliaque, j'affronte la maladie cœliaque, si j'arrive à faire en sorte d'aller bien, c'est pas ça qui va me mettre KO. Et je me dis aussi que j'ai la maladie cœliaque, je suis la maman de Zachary, on essaie ensemble avec son papa de construire une belle vie. Et ça encore, c'est des affirmations qui me donnent du courage dans la vie de tous les jours. Putain, c'est chouette. Et justement, si tu regardes un peu en arrière, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi juste au moment où tu as eu ton diagnostic et que tu venais d'avoir ton petit bébé? Ce que je me dirais à moi, je me dirais, je suis désolée. Ça va être très, 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 très dur. Mais tu vas avoir le courage d'y arriver. Et je pense qu'on devrait tous se dire ça parce que c'est hyper important. C'est ça. C'est que c'est dur. Il faut pas se mentir. Ce n'est pas une maladie simple. Comme je t'ai dit tout à l'heure, devoir tout le temps penser à la nourriture, devoir tout le temps s'organiser. Et moi, j'ai dû apprendre à m'organiser en organisant la vie de mon fils, l'alimentation de mon fils, les repas de mon fils, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. La diversification alimentaire. Je t'ai dit avec toutes les craintes qui accompagnent l'introduction du gluten, ce n'est pas facile, mais on y arrive. Par courage, par instinct de survie, parce que c'est comme ça, life goes on, donc on s'accroche. Exactement. Et avec ton entourage, c'est d'autant plus facile. C'est ça. On va arriver à la dernière partie du podcast, donc la gloomy party. J'ai 3 petites questions pour toi. Ton plat préféré sans gluten?
Mon plat préféré sans gluten, c'est devenu le couscous sans gluten. Autant je n'ai jamais été une grosse consommatrice de couscous. J'en ai mangé. C'était mes envies de grossesse, du couscous. Ça m'a bien mise KO. C'est devenu le couscous sans gluten que j'ai découvert grâce à ma mère et euh, je le ramène d'Algérie. Au niveau de la texture, on ne voit aucune différence avec le couscous de blé. Et c'est d'autant vrai plus léger et c'est excellent. Je te ferai goûter un jour. Ah bah avec grand plaisir. Voilà. Et il y a pas très longtemps, j'ai testé déjà plusieurs des semoules de couscous sans gluten et à chaque fois je trouvais que ça venait un peu pâteux. C'est Et ça. dernièrement, j'ai trouvé la semoule de couscous ma vie sans gluten et Oui. nickel. Elle est Extrêmement fine, elle bonne. absorbe Ouais, bien. Ouais, elle ouais. est excellente. Je te ferai goûter un de ces Ah quatre. bah, Promis. je vais m'inviter chez toi. Bah, avec plaisir, c'est moi. Ton restaurant préféré sans gluten? Mon restaurant préféré sans gluten, j'y ai pensé, je vais citer deux. Un pour le sucré et un pour le salé. Pour le salé, c'est Café Shop, qui font des pizzas à la fois normales et sans gluten. Oui, C'est des je vois bien. Italiens. Et même si au départ j'avais la boule au ventre d'y manger parce que je me disais toujours si je commande une pizza sans gluten et qu'on me ramène une pizza normale, mais j'ai compris avec le temps qu'ils faisaient vraiment très 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 attention. C'est deux plans de travail complètement différents. Donc sur ça se passe toujours bien. Et au niveau de la pâte, je trouve ça excellent. Même mon mari a goûté avec moi et il commande des pizzas sans gluten maintenant parce que c'est vraiment nickel, même s'il y a toujours la différence de prix. Mais j'en suis à un stade de ma vie où je ne m'en plains pas. À partir du moment où je trouve du sans gluten, je prends. Et pour le sucré, je dirais la boulangerie, la manufacture du sans gluten, Ah, qui est à chouette. Montmartre. Je l'ai pas encore testé celle-ci. Je vais à Paris dans 2 semaines. C'est mon objectif d'aller la D'accord. tester. Et quand tu es en bas à Pigalle, tu dois les mériter, les croissants, Ouais. parce que tu dois gravir toutes les marches. Donc ça va, tu brûles suffisamment de calories pour te donner bonne conscience C'est ça, de les exactement. engloutir. Quand j'avais mangé leurs croissants, c'est vrai que c'est hyper bourré de beurre comme un vrai croissant classique, mais j'avais l'impression, regarde, il y a toujours cette comparaison qui vient avec le blé, que c'était un croissant normal. Et je pense que ça ne partira pas, la comparaison, parce que 33 ans de vie, comme je t'ai dit, c'est pas comme quelqu'un qui le sait depuis tout petit, qui va complètement oublier, ou bien qui ignore la texture du blé. Et il y aura toujours cette comparaison pour moi. Ouais, non, mais je Ce suis bien parallèle. d'accord. Moi, tu vois, 30 ans, pareil, avec le gluten et mon pain au chocolat, il me manque bien. Bah voilà, tu me comprends. Ton compte Instagram préféré en sans gluten? Je dirais Vie sans gluten, parce Ok. que elle est d'une double culture comme moi, donc je retrouve chez elle des plats traditionnels ou bien occidentaux, enfin traditionnels, je veux dire de l'Afrique du Nord. Et c'est grâce à elle que j'ai appris à faire du pain sans gluten, de la galette sans gluten et plein d'autres choses. Et c'est hyper facile. Comme d'ailleurs, je voudrais aussi dire Zoé sans gluten parce que son compte aussi est génial. C'est des recettes prêtes en 5 minutes que je fais avec Zachary. C'est top. Nickel. Non, mais c'est vrai que Zoé, elle est beaucoup recommandée sur le podcast, mais en même temps, ses recettes, pareil, dès que j'ai envie d'un truc, je vais sur le compte de Zoé, je regarde ses reels et je me dis, allez, je vais me faire ça. On est dimanche, je vais mettre 20 minutes à tout faire et engloutir. C'est healthy, c'est savoureux. Exactement. Eh bien, parfait. Merci à toi pour ton temps et pour ton parcours. Merci à toi, Lorraine, de m'avoir donné l'occasion de parler de ça. Merci beaucoup et merci encore pour ton travail que tu fais. Ah, c'est chouette, ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you